Voilà, on va commencer la réunion un petit peu en retard, je m'excuse encore une fois. Voilà, des problèmes techniques euh, qu'on essaye de régler au dernier moment comme d'habitude. C'est un petit peu les aléas du direct, comme on peut connaître. Euh, voilà, je vois aussi qu'il y a beaucoup de partenaires, de participants venant du CBE. Voilà, je les remercie d'être venus aujourd'hui en live, en présentiel. Je suis très très content, voilà, que vous soyez avec nous aujourd'hui. Je vois aussi qu'il y a pas mal de participants qui sont sur les réseaux sociaux ou en présentiel également, que ce soit sur les réseaux comme Facebook, euh, sur les réseaux aussi des partenaires. Donc je vous remercie d'être avec nous. Vous ne me voyez peut-être pas, mais vous m'entendez. Donc voilà, aujourd'hui on est réunis dans la salle du théâtre de la direction de la jeunesse de la ville d'Aix-en-Provence. Voilà, je tenais à remercier la directrice de l'espace jeunesse, voilà, qui nous a mis à disposition cette salle ainsi que la scénographie. Très grande salle, très belle salle, donc merci beaucoup. Malheureusement, elle n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, voilà, d'autres obligations. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'événement final du projet Rebuild, le projet Rebuild. Ça fait déjà 2 ans. 2 ans que 6 organisations en Europe travaillent dessus. Beaucoup de personnes ont pu s'investir, ont pu participer au développement de Rebuild pendant ces 2 années. Certaines personnes sont là depuis le début, certaines sont parties entre-temps. Voilà, mais on a su garder le cap. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a eu beaucoup de mouvements, que ce soit à cause du Covid ou juste avec le temps les personnes qui changent d'emploi. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'événement final, pour clôturer le projet, pour un petit peu présenter aux personnes qui nous suivent et aux personnes qui sont en ligne et aux personnes qui sont intéressées par la formation, par l'emploi, le retour à l'emploi pour les personnes éloignées de l'emploi. Voilà, sur la formation des adultes marginalisés. Voilà, on va revenir sur ce terme qui n'est pas forcément le plus joli, mais voilà, c'est le terme qu'on a décidé de choisir. Je vous expliquerai par la suite pourquoi ce terme. Aujourd'hui, on va suivre le programme suivant qui sera diffusé à l'écran. Voilà. Pour les personnes qui ne sont non anglophones, voilà, on va commencer par une introduction. La deuxième partie sera une intervention de Madame Mautier, responsable de la maison locale du Liban. Voilà, pour présenter un petit peu les défis, les enjeux de la réinsertion des adultes sur le marché de l'emploi et des jeunes aussi. Suite à ça, on va présenter le CBE Sud Luberon, Val de Durance, voilà l'organisation qui a porté ce projet jusqu'à maintenant. Voilà, c'est l'organisation qui a coordonné ce projet. On va parler des formations qui sont proposées au sein du CBE, pas à travers Rebuild, mais des formations qui sont proposées sur la réinsertion à l'emploi, le retour à l'emploi pour les adultes éloignés de l'emploi. On va aussi présenter évidemment le consortium, les partenaires qui ont pu participer à ce projet. On était coordinateur évidemment, mais on n'était pas tout seul. On avait 6 organisations à travers l'Europe. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, on va dire. Voilà, on va présenter tous les matériaux qu'on a pu développer pendant ces 2 ans. Voilà, ces IO, c'est pas un très joli mot, intellectual output, voilà, qui vient de la Commission européenne. Mais voilà, toutes les productions, tous les livrables, voilà, qu'on a pu créer, tous les matériaux et les ressources
Et enfin, on va voir des témoignages, voilà, d'une personne, d'un formateur qui est ici avec nous, qui a pu intervenir sur le projet. Voilà, il faut savoir qu'il y a des coordinateurs, le coordinateur, les partenaires, mais il y a aussi des personnes extérieures au projet qui sont là pour développer et pour valider, contre-valider les matériaux qu'on a créés et voir leur pertinence. Voilà, je vous remercie encore pour votre présence et je vais laisser la main à Madame Mottier. Merci. Good morning, everyone. Thank you for inviting me. I'm very pleased to be here. My name is Christian Moutier. I'm the manager of the mission locale of the Luberon for 62 municipalities. So this covers the towns of Apt, Pertuis, Île-sur-Sorgue and Cavaillon. Bonjour à tous. Merci à tous les cas pour l'invitation. C'est avec plaisir que la mission locale du Luberon se retrouve ici aujourd'hui. Alors, je me présente, je suis Christine Motti, je suis responsable de cette mission locale du Luberon. Voilà, le territoire s'étale sur 62 communes, il s'étale de Pertuis, l'Île-sur-Alsorgue, Apt. Le réseau des missions locales, voilà, pour les personnes qui ne le connaissent pas, cela représente au niveau national 436 missions locales en France. Voilà, et pour ceux de la région PACA, c'est 28 missions locales. Voilà, l'objectif d'une mission locale, c'est d'accueillir, d'informer, d'orienter et d'accompagner les publics âgés de 16 à 26 ans. Voilà, notre public, c'est un public de jeunes qui sont, on les aide dans leur cadre de leur recherche d'emploi, mais pas que. Voilà, l'objectif, c'est aussi d'accéder à une formation professionnelle. Il y a aussi l'aspect insertion professionnelle pour le public jeune, mais on s'occupe également des aides, des intérêts directs par l'emploi. Voilà, cela comporte un petit peu les difficultés que les jeunes rencontrent. Voilà, il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui pour accéder à l'emploi, que ce soit la mobilité, de raisons de santé, l'accès au logement, l'accès également à des ressources financières stables. Voilà, tous ces freins font que pour bon nombre de jeunes aujourd'hui, l'insertion professionnelle, ça devient un vrai défi. C'est vrai que les professionnels qui travaillent avec les missions locales ont vraiment cet objectif d'aider les jeunes à gagner en autonomie financière, voilà, pour pouvoir s'intégrer facilement dans le monde du travail. Ce qui n'est pas forcément chose facile. Alors, nous avons au niveau de la mission locale, au niveau de notre organisation, des 28 agences en région PACA. Nous sommes portés par une association régionale. À partir de là, il y a énormément de décisions qui sont prises pour pouvoir bénéficier des subventions nécessaires. Voilà, il faut pouvoir apporter l'aide pratique aux jeunes du territoire. Pour situer un petit peu le contexte, voilà, une situation, les jeunes vivent une situation compliquée. Voilà, que c'est pas forcément qu'en France, c'est partout en Europe et dans le monde. Voilà, le public jeune. Et dans ce cadre-là, en fait, l'État a pris des mesures. Vous avez sûrement entendu du plan de relance. Voilà, où il y a eu plusieurs milliards d'euros investis. Voilà, l'objectif du plan de relance, c'était de créer des leviers permettant l'aide en l'embauche, l'accompagnement, les aides financières pour les jeunes en difficulté et pour répondre un petit peu à toutes les situations. La phrase clé, c'était
c'était de laisser aucun jeune au bord de la route. À la suite de ce plan de relance, il y a eu le plan Un jeune, une solution, donc on a beaucoup parlé. Et dans le cadre de ce programme, il y a beaucoup d'outils qui ont été là pour mobiliser des aides financières réelles et avec des solutions pour les jeunes afin qu'ils aient des facilités à accéder à l'emploi. Voilà, il y a eu des aides à l'embauche, des aides à la formation, mais aussi de l'accompagnement pour atteindre aux aides financières pour répondre à toutes les situations liées à ces jeunes en situation périphérique. Dans ce cadre-là, il y a l'apprentissage qui est développé dans les contrats d'apprentissage avec des aides suffisantes pour créer et pour que les employeurs soient exonérés pour pour embaucher les jeunes. Toutes ces mesures voilà, qui ont été prises par l'État ont vraiment porté leurs fruits. Car si on compare un petit peu l'évolution du chômage chez les jeunes, ce qu'on a observé, c'est que le premier semestre 2022, le taux de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans est plutôt stable. Et il a même diminué de 22,5% en un an. Voilà, donc ce plan de relance et tous ces dispositifs qui ont été mis en place ont effectivement porté leurs fruits. On n'a pas observé de changement total. Voilà, beaucoup de jeunes ont pu bénéficier d'un emploi. Voilà, cela ne résout pas tous les problèmes, tous les soucis, mais en tous les cas, il y a des dispositifs qui ont été mis en place et qui ont été appropriés par les missions locales et par les pôles emploi, parce que nous travaillons dans le cadre du service public pour l'emploi, donc le Cap emploi, le pôle emploi, les missions locales et toutes les structures à destination des personnes. Dans ce cadre-là, il y a eu depuis le 1er mars 2022 un nouveau dispositif. Il peut s'agir du contrat d'engagement jeune, voilà, qui est un dispositif qui va permettre aux jeunes, sur une période de 6, 9 à 12 mois, en fonction de sa situation, d'être pris en charge, de façon à ce qu'on puisse travailler avec lui sur son projet professionnel, sur son stage. Voilà, ça peut être aussi une démarche liée à une formation adaptée à son projet professionnel. Il peut aussi s'agir de lever certains freins dans le sens où nous travaillons avec tous les partenaires du territoire. Voilà, donc ce jeune peut avoir besoin d'une aide bien ciblée, liée à sa recherche d'appartement, de tout type de logement. Voilà, on a tout type de public dans la mission locale. On peut avoir des jeunes qui sont plutôt stabilisés, qui ont seulement besoin d'un petit coup de pouce, mais aussi on peut avoir des jeunes très éloignés de l'emploi et qui ont besoin de beaucoup d'aide car ils ont beaucoup de problèmes à résoudre. Et là, on les amène petit à petit à trouver des solutions et à gagner en autonomie. Donc le contrat d'engagement jeune permet, sur une durée à 6 mois, d'accompagner ces jeunes avec l'aide de nos partenaires. Voilà, parce que la mission locale ne pourrait pas exister sans les partenaires du territoire, les partenaires emploi, voilà, aussi les partenaires sociaux qui nous aident à trouver des solutions mieux adaptées en fonction des profils et en fonction des besoins des jeunes. Donc, il y a des ateliers qui sont proposés, des ateliers qui proposent à ces jeunes de mieux percevoir leurs projets et de rendre réels leurs projets. Ces ateliers sont réguliers, puisque la particularité du contrat d'engagement jeune est que le jeune doit impérativement, sur 15 à 20 heures par semaine, être en activité. Et c'est ce qui fait toute la différence avec les autres dispositifs renforcés,
auxquels ils peuvent bénéficier aujourd'hui. C'est ce qui fait toute la différence avec les autres dispositifs renforcés dont on a bénéficié jusqu'à aujourd'hui. On parle vraiment de parcours d'accompagnement renforcé parce que le jeune se doit, sur une durée de 15 à 20 heures par semaine, d'être en activité. Il peut s'agir de stage en entreprise, il peut s'agir de formation, il peut s'agir d'emploi, de mission d'intérim ou autre, mais en tous les cas, il faut absolument qu'il soit occupé. Partant de là, ça permet aux jeunes d'être dans une dynamique, dans une certaine dynamique et de retrouver justement un intérêt pour sa construction propre. Hein. Donc, 15 à 20 ans d'activité avec un objectif clé qui est d'accéder à l'emploi. Parce que de toutes les façons, en termes donc, de solutions de sortie dite positive pour ce dispositif, c'est l'accès à l'emploi. C'est vraiment la volonté de l'État d'amener le jeune à accéder à l'emploi. Donc ce dispositif, nous l'avons depuis le 1er mars 2022. C'est un dispositif qui fonctionne bien. Il y a une allocation qui est versée aux jeunes, une allocation d'un montant de 526 € par mois et qui lui permet justement de parer, en tous les cas, à ses besoins premiers. Alors, pourquoi je parle du contrat d'engagement jeune? C'est parce que tout jeune a ce droit à l'accompagnement. C'est un droit opposable, c'est un droit du code du travail, inscrit au code du travail, le droit à l'accompagnement pour les jeunes. Et il est appliqué justement par les missions locales. C'est vraiment le socle le socle de la mission locale, ce droit à l'accompagnement pour tous les jeunes. Il y a quand même un paradoxe que j'aurais voulu évoquer par rapport à la situation sur le marché de l'emploi. On a noté une vraie reprise économique qui va justement induire quelque part une mobilité professionnelle des salariés qui n'est pas subie, mais qui est une mobilité professionnelle volontaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a observé quand même que beaucoup de personnes changent très rapidement de métier, se reconvertissent. Donc on a des reconversions professionnelles ou bien des recherches des emplois qui ont du sens et des emplois qui ne vont pas forcément trop les contraindre. Alors, on a d'un côté cette reprise économique qui est avérée, parce qu'il y a quand même beaucoup d'offres d'emploi à pourvoir sur pratiquement tous les territoires. Mais à côté de cela, il y a cette mobilité professionnelle qui s'est inversée dans le sens où c'est le salarié qui s'oriente autrement ou qui, entre guillemets, va voir ailleurs. Donc, ce qui fait que les secteurs en tension, donc ce qu'on appelle secteurs en tension, ce sont les secteurs qui ont le plus de besoins. Il peut s'agir du BTP, il peut s'agir de l'hôtellerie-restauration. Ils sont fortement en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, la majorité, alors on observe au niveau du public jeune, mais pas que, ça se vérifie, beaucoup de personnes aujourd'hui se reconvertissent ou changent d'orientation professionnelle. Alors, ça crée effectivement des difficultés. L'enjeu majeur aujourd'hui, quelque part, c'est que les entreprises se rendent de plus en plus attractives pour pouvoir attirer, quelque part, attirer le personnel et pour attirer de nouveaux collaborateurs. L'objectif pour les entreprises aujourd'hui, et je parle d'enjeux réels, c'est de mieux savoir communiquer pour pouvoir se rendre attrayante et appuyer quelque part sur les valeurs qu'elles vont déployer dans le cadre de leurs activités. Donc il y a tout un travail qui est réalisé d'ailleurs auprès des entreprises. On parle beaucoup de la marque employeur. L'idée, c'est de pouvoir justement valoriser, donner du sens à ce qu'on fait, valoriser le travail qui est réalisé de façon à pouvoir attirer de nouveaux salariés. Et à côté de ça,
Il faut que les jeunes, aujourd'hui, et c'est le deuxième enjeu que j'aimerais faire apparaître, que les jeunes se rapprochent du monde des entreprises, travaillent sur les représentations qu'ils ont des entreprises, parce que malheureusement, ce qu'on observe beaucoup, c'est que bon nombre de jeunes ont des fois des représentations très négatives d'un secteur d'activité, mais c'est simplement parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc il y a tout un travail à réaliser, c'est ce que l'on fait sur la représentation qu'on peut avoir d'un secteur d'activité, de façon à mieux le connaître, de façon à mieux saisir les codes nécessaires pour pouvoir s'insérer dans ce secteur d'activité et accéder à ce type de métier, et de façon à découvrir justement des métiers que quelque part beaucoup ne connaissent pas. Donc il y a effectivement ce travail sur les représentations qui est nécessaire. On invite très souvent au niveau de la mission locale des partenaires d'entreprise qui vont donc justement présenter à la fois le secteur d'activité, présenter des métiers, exprimer la plus-value que ces métiers peuvent avoir pour le jeune et les perspectives d'évolution et surtout abattre. L'objectif, c'est d'abattre toutes ces mauvaises représentations qui peuvent être faites. Et puis après, il y a tout un travail qui est réalisé également sur la mobilité, parce que la mobilité reste malheureusement un facteur clé, je veux dire, comment dirais-je, au niveau de tous ces obstacles et tous ces freins pour accéder à l'emploi. La mobilité reste quand même un facteur. Alors, au niveau de la mission locale du Luberon, il y a tout un travail qui est réalisé sur la mobilité, ne serait-ce que l'accès au code de la route. Donc on travaille avec des partenaires qui vont permettre aux jeunes d'accéder au code de la route gratuitement. À côté de cela, nous avons un gros projet qui va avoir le jour au mois d'octobre, donc le mois prochain, qui consiste à créer donc, une auto-école sociale et solidaire, de façon à ce que les jeunes, les plus démunis, puissent accéder donc au permis de conduire à moindre coût, et être soutenus dans cette démarche de mobilité qui est essentielle. Alors je dirais que la mobilité, c'est pas uniquement un travail sur le simple fait de se déplacer de chez soi, c'est aussi un travail, on va dire, c'est plus mental. On peut parler véritablement de mobilité mentale, dans le sens où beaucoup de jeunes craignent encore de quitter quelque part leur environnement auquel ils sont attachés et qui les rassure. Et ils ont toute cette démarche et tout ce travail qui doit être réalisé pour qu'ils comprennent qu'il y a bien d'autres choses à voir à l'extérieur et qu'il faut justement ne pas hésiter. Voilà, donc au niveau des enjeux, c'est essentiellement cela que je voulais souligner. Le travail qui est lié aux entreprises pour se rendre effectivement plus attrayante, mais ce travail qui est fait auprès de nos jeunes pour abattre les mauvaises représentations qu'ils peuvent avoir et pour les aider à se rapprocher du monde des entreprises. Voilà. Au niveau de ma présentation, voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions, éventuellement. Pour le coup, je vais regarder sur le live s'il y a des questions en même temps. Alors, pour le coup, je vais regarder s'il y a des questions sur le live. Et voilà, je vous invite à réagir pour les personnes qui sont présentes, s'il y a des questions sur l'intervention qui vient d'être faite. Alors, oui, Régis Masset de Joucle. oui. Je voulais savoir, pour l'auto-école sociale et solidaire, où sera-t-elle basée? Donc nous avons l'une de nos antennes
la mission locale du Luberon qui est située sur Apt et nous avons une antenne à Gargas. Donc elle sera située à Gargas, puisque nous sommes sur le territoire sud-Vaucluse. Elle sera située à Gargas. La particularité, c'est qu'elle va couvrir donc les territoires d'Apt, de Pertuis, de l'Île-sur-la-Cèdre et de Cavaillon, ce qui sous-entend que le moniteur automobile viendra chercher le jeune chez lui. Donc vraiment, au niveau de la mobilité, ça facilite fortement les choses. Donc il y aura des jours dédiés pour chacun des territoires où ce moniteur va justement aller récupérer ce jeune chez lui et puis ensuite l'amener à réaliser ces heures de conduite. Je pose une autre question. Bon, nous, on est juste de l'autre côté de la Dérange, donc Jouques. Oui. Est-ce que ça sera valable aussi pour Jouques ou ça sera réservé uniquement aux Vaucluse? Pour le moment, cette auto-école va être simplement basée sur le sud Vaucluse, puisque effectivement, là on le met en place pour une durée d'1 an à titre expérimental pour le moment. Mais l'objectif, c'est que cette auto-école prenne beaucoup plus d'ampleur et s'ouvre justement aux autres territoires à l'horizon 2024. Et quelles sont les conditions d'accès pour les jeunes? Donc, les jeunes qui vont bénéficier de cela, ce sont les jeunes, comme je le disais, les plus démunis. Donc, effectivement, il va y avoir une commission qui ne va pas être une commission uniquement interne à la mission locale. L'auto-école, pour le moment, est portée par la mission locale du Luberon, mais nous avons des partenaires, donc, en l'occurrence l'État, le département, la région. Tous ces partenaires seront autour de la table dans le cadre de commissions qui vont déterminer les dossiers des jeunes qui vont pouvoir accéder justement à cette auto-école. C'est vraiment une décision collégiale. Ok, bon, je ne sais pas si une autre personne dans l'audience a une question sur l'intervention, auquel cas on pourra revenir dessus si une question vous vient en tête plus tard. Voilà, je vous remercie Madame Mottier d'avoir participé et d'avoir présenté voilà, toutes ces initiatives. Encore merci. Voilà, et puis on va continuer sur la seconde partie, on va vous présenter un petit peu le projet qu'on a pu mener, voilà, pourquoi c'est l'événement final de Rebuild, qu'est-ce que c'est Rebuild, qu'est-ce que ça signifie, et comment ouais. Et introduire un petit peu le projet et de quelles idées il provient. Voilà, donc je vois sur le retour que les participants en ligne peuvent voir notre présentation, donc c'est super. Donc l'événement final de Rebuild. Donc Rebuild, qu'est-ce que c'est? Rebuild, voilà, pour les noms anglophones, ça signifie reconstruire, tout simplement. Reconstruire, qu'est-ce qu'on voudrait reconstruire? C'est le retour, le chemin, reconstruire ce chemin vers l'emploi pour les personnes qui sont éloignés de l'emploi, les jeunes adultes, les personnes marginalisées, encore une fois, voilà, ce terme n'est pas très beau, mais c'est le terme le plus compréhensible, voilà. À savoir que pour les 6 partenaires, il a fallu choisir un terme qui soit facilement traduisable, utilisable par tous, et aussi le plus court, car c'est dans tous les documents qu'on a pu créer et utiliser. Voilà, on a dû faire un choix rapide et concis. Une petite citation pour commencer, donc c'est très cliché, mais voilà, que j'ai bien aimé en la trouvant. Développe une passion pour l'apprentissage. Si tu le fais, tu ne cesseras jamais de grandir. Voilà, c'est Anthony D'Angelo. C'est une personne assez connue dans la motivation aux États-Unis. La motivation personnelle, le développement personnel, voilà, je cherche le terme. Parce que c'est réellement ce qu'on a voulu mettre en avant dans ce projet Rebuild, c'est l'apprentissage en continu. Ça, c'est vraiment la clé de tout ce projet. Avant ça, on va peut-être vous présenter le partenariat.
Du coup, on va vous présenter donc les partenaires, donc ceux qui ont fait le projet. Donc ici, vous avez une petite photo, enfin une capture d'écran de la première réunion des partenaires qui a eu lieu du coup il y a 2 ans. Donc en réalité, sur cette image, il n'y a plus que 2 personnes qui font réellement partie du projet, puisque les managers du projet ont changé depuis. Donc ici, donc, comme on vous en parlait tout à l'heure, on va vous présenter du coup là, une carte avec l'ensemble des partenaires du projet. Donc comme vous pouvez le voir, on les a choisis en provenance d'un peu tous les pays d'Europe. Donc pour commencer, vous avez du Portugal Ride Challenge Association avec, excusez-moi si j'écorche un peu vos noms, Andrea Neves et Diana Borges. Ensuite, venant d'Irlande, nous avons Spectrum Research Center avec Marie Dufy et Eleanor Smith. De Grèce, nous avons Dora Makri de l'Institute of Entrepreneurship and Development. Et enfin, pour les Slovènes, je ne vais pas me risquer à prononcer le nom de votre organisation, mais on va dire DRPDNM, avec du coup Esther Snedek et Passa Kozjel. Et enfin, malheureusement, on a notre partenaire belge qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui est normalement présent sur Zoom avec nous, avec Elisabeth Yokogiani et Marie-Evie Grezzi. Et enfin, le CBE sur Luberon, nous, avec Gauthier Palomo et moi-même, Bérénice Carico, et notre directeur Hervé Danels qui sera là après. Voilà, je vais aussi peut-être rajouter quelque chose sur la carte précédente. On peut voir au niveau de la localisation de toutes nos organisations, on essaie de toucher un petit peu partout en Europe. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes marchés de l'emploi, même si voilà, on fait tous partie de l'Union européenne. Mais on rencontre des situations très très différentes, des personnes qui sont en recherche d'emploi pour des types d'emplois très différents. Beaucoup d'organisations rencontrent des problèmes, font face aussi à l'accueil de réfugiés et de migrants. Et chaque situation, en réalité, chaque adulte et chaque organisation rencontre des publics cibles qu'on a voulu cibler avec ce projet totalement différents. Donc pour nous, il était important qu'on puisse créer quelque chose le plus complet possible. Voilà, des matériaux qui soient utilisables par le plus de profils, on va dire, et qui soient adaptables par d'autres pays à travers l'Europe. Voilà, on peut imaginer par exemple pour les pays plus dans le nord qui font peut-être moins face à une arrivée massive de personnes d'Afrique du Nord ou quoi que ce soit. Voilà, on a nos partenaires d'Irlande, même si ils reçoivent des réfugiés et des migrants. On a nos partenaires d'Irlande et de Belgique. Pour plus la partie sud de l'Europe, nos partenaires portugais et grecs. Voilà, on a essayé de cibler un petit peu partout en Europe et c'est très important aussi pour la cohérence du projet, pour la Commission européenne en réalité qui finance ce projet, de voir qu'il y a de la cohérence territoriale et ne pas développer un projet qu'avec une seule typologie. Typologie, c'est pas très joli non plus, mais un seul type de personne qui pourrait utiliser ces matériaux. On va peut-être continuer sur un petit peu la présentation du projet, en quoi ça consiste ce projet. Voilà, c'est une expérience d'apprentissage innovante pour les adultes marginalisés. Donc ça c'est le pitch, le slogan de notre projet. C'est une très belle image. Voilà, on va peut-être partir du contexte dans lequel ce projet a été développé. Voilà, il faut savoir qu'il y a des grandes tendances. Ce projet a été écrit en 2018. Voilà, 2018, fin 2018-2019, il a été approuvé en 2019. 2020, pardon, il a été écrit en 2019 et posé en 2020. C'était un projet de 2 ans commençant en septembre 2020 et se terminant à cet événement final aujourd'hui. À savoir que depuis quelques années, depuis une décennie, 2 décennies, c'est vrai que les tendances de marché sur le marché de l'emploi, s'accélèrent. Voilà, il y a des giga tendances.
il y a la mondialisation, il y a de plus en plus de mobilité surtout à travers l'Europe. Il y a aussi le progrès technique voilà, qui amène des changements sur les compétences demandées par les jeunes demandeurs d'emploi. Il y a aussi cette croissance démographique, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi et paradoxalement il y a de moins en moins de place. Donc forcément ça crée une compétitivité exacerbée voilà, sur ce marché et il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent un petit peu sur le bord de la route ou qui n'arrivent pas à se réorienter ou à suivre une formation pour essayer de répondre voilà, à la demande sur le marché de l'emploi. Il y a beaucoup d'études aussi qui ont... Il y a aussi beaucoup d'études voilà, qui montrent que les adultes un petit peu éloignés de l'emploi, qui viennent de rentrer sur le marché de l'emploi, ils ont moins tendance à suivre des formations, à suivre des cours en ligne ou quoi que ce soit pour essayer de se former, d'apprendre de nouvelles compétences pour pouvoir s'intégrer sur le marché de l'emploi. Et ça duplique en fait l'effet déjà qui n'étaient pas intégrés sur ce marché de l'emploi. Et en plus, ils ne sont pas aidés pour s'y intégrer. Et ça fait un cercle vicieux et il reste de plus en plus éloigné de l'emploi et plus on est longtemps en dehors du marché de l'emploi, plus c'est difficile d'y revenir. Voilà un petit peu pour l'analyse, le contexte. Voilà. Et puis en plus, un fait qui est arrivé aussi entre-temps, mais qui n'était pas du tout prévu au projet, parce que c'était arrivé avant, mais c'est la pandémie. Voilà, qui a créé des situations très très précaires où les adultes se sont retrouvés encore plus isolés, encore plus éloignés de l'emploi. Donc c'est pour ça qu'on a aussi réorienté le projet. Voilà, on a développé des parties de ce projet sur la crise sanitaire, sur comment se relancer, comment faire face à des entretiens en ligne, comment accéder plus facilement à des ressources en ligne. En fait, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait, comme cette réunion, voilà, d'avoir des événements hybrides, d'avoir des réunions en ligne, d'avoir des visioconférences. Voilà. C'est toutes ces compétences, des nouvelles compétences qu'on n'avait pas forcément identifiées au départ du projet, mais qu'on a pu réadapter au cours du développement. Voilà, encore une fois, le projet a été construit sur 24 mois, de septembre 2020 à octobre 2022. Voilà, savoir qu'il a été prolongé de 2 mois, suite à des petits retards dus à la crise sanitaire où on a été un peu empêché de travailler. En réalité aussi, ce que j'ai oublié de préciser depuis le début de conférence, enfin de réunion, c'est que le projet cible à la fois les adultes, les adultes peu qualifiés éloignés de l'emploi, mais aussi les formateurs qui font face à ces adultes éloignés de l'emploi. Parce qu'en réalité, on a aussi pu remarquer ces tendances que les professeurs, les formateurs, souvent ils pouvaient avoir ce contexte très académique d'approcher et d'être en lien avec les personnes éloignées de l'emploi. En réalité, ils ont une approche qui n'est pas forcément adaptée pour eux, et donc c'était aussi important de pouvoir travailler avec eux et de voir ce qu'on pouvait développer ensemble pour mieux accueillir et mieux amener les personnes éloignées de l'emploi à ce chemin vers un emploi stable. Alors, pour la cible, je crois que c'était... Voilà, donc on a développé, tout au long de ce projet, on a développé 36 ressources en réalité, 36 cours, qui ont été basés sur 3 piliers qu'on avait identifiés importants comme majeurs pour les adultes éloignés de l'emploi. Donc la connaissance de soi, le processus de prise de décision et la connaissance du marché de l'emploi. Voilà, sur ces 3 piliers. À l'intérieur de chacun de ces 3 piliers, il y a 12 cours. Voilà, on répartit ça équitablement, qui vont des thématiques, qui suivent ces thématiques. Prochain. Voilà, mais les résultats attendus, c'est que les personnes éloignées de l'emploi, en réalité, les personnes marginalisées puissent
avoir les compétences de se réorienter, les compétences de répondre à la demande sur le marché de l'emploi, savoir manager leur carrière, savoir quel choix stratégique je peux mettre en place pour retrouver un emploi. Et on a aussi développé donc, cette deuxième partie de ressources de l'apprentissage en continu à travers ces quatre productions intellectuelles. Encore une fois, le mot barbare, c'est des matériaux, c'est des gros matériaux, des paquets de matériaux que nous avons pu créer. Donc ici vous avez du coup ce qu'on appelle les productions intellectuelles, donc les livrables. On va passer assez rapidement là-dessus parce que les différents partenaires vont présenter chacun leur tour plus en détail ensuite les livrables. Mais donc vous avez donc l'IO 1 qui est la boîte à outils de gestion de carrière sur mesure pour les adultes peu qualifiés et marginalisés. L'IO 2 qui est le programme de formation sur mesure pour les professionnels de l'EFP, l'IO 3 qui n'est rien d'autre que la plateforme en ligne en réalité où trouver toutes ces ressources, et l'IO 4 qui est le document d'orientation stratégique avec des recommandations opérationnelles qui seront données aux décisionnaires. S'agissant des résultats chiffrés attendus, donc à la fin du projet, il y a 120 adultes qui ont utilisé l'IO 1, 240 personnes inscrites sur la plateforme, 60 enseignants qui auront utilisé l'IO 2 et 12 adultes et 36 enseignants qui auront participé aux groupes de travail qui ont été organisés au Portugal. S'agissant des résultats effectifs à ce jour, donc sachant que le projet a été repoussé de 2 mois du coup, nous sommes aujourd'hui à 171 personnes enregistrées sur la plateforme. Donc 119 adultes marginalisés qui ont pu utiliser l'IO 1, 52 enseignants et professionnels de l'EFP pour l'IO 2, 12 participations au Portugal. Et s'agissant des enseignants de l'EFP et des adultes inscrits dans les groupes de travail locaux, nous sommes à 16 adultes et 29 enseignants. Alors du coup, je vais peut-être aussi en profiter finalement pour qualifier en fait ce terme de marginalisé. On aurait peut-être pu commencer par ce point. Voilà, comme je vous ai dit, ce terme pas très joli, ça englobe une définition qu'on a travaillée au début du projet. Et ça englobe deux dimensions principales. Donc une dimension sociale et une dimension économique. Donc, pour le social, en fait, les personnes marginalisées, on a pu identifier que c'était des personnes qui subissaient en fait des préjugés généraux, des préjugés raciaux, que ce soit aussi par rapport à leur orientation sexuelle, par rapport juste au sexe de la personne, physique, la religion, voilà, toutes ces caractéristiques qui peuvent définir un adulte et qui peuvent amener à des discriminations. Voilà, il y a aussi toute cette partie sur les stigmates sociaux. Donc ça c'est, par exemple, quand une personne arrive dans un autre pays, elle ne parle pas la langue du pays ou mal, elle a un accent. Ça aussi, ce sont des petites choses, mais qui font beaucoup au final sur le marché de l'emploi. Car quand on reçoit une personne, ça peut être aussi des handicaps, des handicaps ou des particularités physiques. Mais voilà, c'est quand on arrive à un entretien et qu'on a cette particularité, cette différence, ça aussi, on peut rentrer dans le cadre de se faire préjugés et de rentrer dans la case d'un adulte éloigné de l'emploi à cause de ces préjugés qu'on subit. Ce sont aussi des personnes qui peuvent être principalement exclues de la société et qui ont vraiment des difficultés à se mobiliser ou à s'intégrer dans la société, d'avoir des relations sociales avec les autres. Ça aussi, ça englobe beaucoup de monde et ça crée d'énormes problèmes sur le marché de l'emploi. Et évidemment, ça touche encore un public encore plus large, mais ce sont les personnes qui ont des réseaux sociaux, des réseaux professionnels très limités. Et ils n'ont pas les contacts, ils n'ont pas les personnes, ils n'ont pas les bons appuis pour pouvoir retourner sur le marché de l'emploi. Et en ce qui concerne la dimension un peu plus économique, c'est aussi les personnes principalement qui font face à des situations de pauvreté. Évidemment, quand on est éloigné de l'emploi et on n'a pas des revenus importants, on est dans des situations précaires et on a des priorités différentes. Voilà,
beaucoup d'adultes qui n'ont pas se lancer dans les formations, des adultes éloignés de l'emploi, qui n'ont pas se lancer dans les formations, dans des activités de retour vers l'emploi, à cause de ce fait de ne pas avoir la priorité et de ne pas avoir les moyens économiques, voilà, la stabilité économique, de pouvoir suivre ces formations, de prendre le temps pour ça. C'est aussi d'avoir son capital économique, tout simplement, son capital économique et humain assez faible. Voilà, ça peut être, j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas les moyens techniques voilà, de me connecter, de suivre un cours, j'ai pas les moyens techniques de trouver les renseignements, quelles sont les offres disponibles, je ne sais pas où chercher. Ça peut être aussi, voilà, on a eu un manque d'éducation globale à ces thématiques, donc on n'est pas forcément amené à ce retour vers l'emploi. Donc c'est surtout, voilà, il y a ces deux grosses dimensions, donc la partie sociale et économique qui englobe tous ces adultes marginalisés, comme on a défini. Voilà pour le contexte global, très global du projet. Peut-être vous parler un petit peu d'un événement qui a été clé, un petit peu pilier de ce projet. Voilà, on a eu plusieurs réunions de partenaires évidemment, on a eu aussi des ateliers directement avec des personnes faisant face à ces situations qui ont pu un petit peu utiliser ces matériaux, qui nous donnaient des retours sur ces matériaux, savoir si c'était pertinent pour eux, s'ils pouvaient les utiliser, si on était totalement à côté de la plaque en réalité. Et on a aussi impliqué, comme on a pu vous présenter, les personnes qui font face à ces individus éloignés de l'emploi. Donc que ce soit les professionnels et les professionnels de la formation et voilà, de l'enseignement. Donc on va vous présenter un petit peu le fameux LTTA. C'était bon. Donc je continue. Voilà, LTTA, donc Learning, Teaching, Training, Activity. Donc un terme anglais, je m'excuse, mais voilà, c'est l'événement d'apprentissage et d'enseignement à la formation. Voilà, mais en réalité, cet événement, il s'est tenu il y a 7 années. Si je me souviens bien, c'était au mois de mars, avril, mai, dans la première partie de l'année. Voilà, j'ai plus la date exacte en tête, mais voilà, on s'est rendu chez notre partenaire portugais, chez un High Ride Challenge. Et on a amené dans nos valises en fait 2 formateurs, voilà, dont une formatrice que vous allez pouvoir entendre qui a participé au développement, qui a participé à cette réunion, mais aussi au développement des ressources de ce projet. Voilà, mais pourquoi on les a amenés dans notre valise? C'était pas pour voilà, les faire boire un petit verre de Porto et aller sur la rivière, non, il y a pas de chose à faire. Évidemment, ils ont pu en profiter, mais c'était principalement surtout pour développer ces matériaux et de pouvoir évaluer en réalité ce second livrable, voilà, les matériaux qui s'adressent directement aux formateurs qui font face aux adultes éloignés de l'emploi. Je pense que j'ai fait... Voilà, c'était vraiment l'objectif de cette réunion était de faire valider, d'avoir le maximum de retours de tous ces formateurs à travers l'Europe sur l'homogénéité des matériaux, sur l'adaptabilité des matériaux, voilà, qu'on puisse à la fois qu'ils puissent les utiliser en France, au Portugal, en Grèce, Slovénie, Irlande et Belgique. Voilà, qu'on n'ait pas créé juste nos matériaux et que ce soit pertinent que pour la France par exemple. Voilà, donc ça c'est un petit peu le déroulé qu'on avait suivi. On a présenté un petit peu le projet Rebuild et travaillé en fait sur les différentes parties de cette boîte à outils à destination cet outil de gestion de carrière à destination des professionnels de l'enseignement. Et voilà une petite photo où on peut voir la formatrice qui va prendre la parole déjà. Voilà, de l'événement qui a eu lieu. Et je pense qu'on arrive
au moment où on vous présente la plateforme, voilà, vous pouvez retrouver tout ce qu'on vient de vous dire et tous les matériaux qui ont été développés. Voilà, on va vous présenter plus en détail, comme on a dit, toutes ces parties, ces 4 grandes parties du projet, ces 4 livrables. Mais vous pouvez les retrouver sur learn-to-re-build.eu/online training. Voilà, le lien sera disponible dans les commentaires des lives. Voilà, je pense qu'on arrive au terme de la présentation. Nous restons ouverts, bien entendu, aux questions. Encore une fois, si vous n'avez pas de questions sur le moment ou que ça vient plus tard, à la fin, il y aura un petit moment d'échange. Voilà, on pourra tous échanger. Voilà. On reste ouvert, du coup, et on va passer à la prochaine partie, qui était... Voilà, la présentation des matériaux créés. Donc on va partir sur la première partie, la boîte à outils à destination des adultes et Enrail l'emploi. J'appelle IED à la barre. Ah non, je m'excuse, on va peut-être commencer par interruption, changement de programme. On va commencer peut-être avec voilà, la présentation aussi après avoir présenté le consortium, faire un petit focus sur les formations qu'on développe au sein du CBE sur du Luberon. Donc j'appelle monsieur Hervé Danels à la barre. Un petit aparté. Et remercier Gauthier et Bérénice pour l'organisation de cette journée. Remercier aussi la mairie d'Aix-en-Provence pour nous accueillir. Et aussi remercier nos partenaires. Parce que Gauthier l'a dit, mais nous qui sommes un peu plus loin, donc Patrick et moi dans la direction du CBE, on a remarqué le travail énorme que vous avez fait, quoi. Voilà, et encore une fois, on voit leurs résultats, on constate, et effectivement, c'est un très 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 beau partenariat qui a été construit, et un très très beau travail qui a été réalisé. Donc, comme dans tous les projets européens, on aimerait une suite, et je crois que vous avez travaillé hier sur la poursuite des résultats et de la poursuite du projet. Donc, on espère pouvoir le réaliser. IED, on travaille depuis quelques temps avec eux. Et on a rencontré d'autres partenaires, des nouveaux partenaires, donc on est très satisfait, voilà, du partenariat. Merci à vous. Et merci aussi à Gauthier et merci à Bérénice. Voilà. Je vais me décaler un tout petit peu. Alors je pensais faire un stand-up, puisque j'avais un théâtre, je pensais être léger ici. Je voudrais remercier aussi, mais je le ferai juste après. Voilà, donc je vais vous présenter un peu le CBE, donc Sud du Luberon, Val-de-Virance. Donc on intervient sur un territoire de proximité d'une trentaine de communes, une petite centaine de milliers d'habitants. On a souhaité se positionner sur ce projet parce qu'on a un cœur de métier qui représentait aussi ce sur quoi vous allez travailler. Donc c'est un peu ce que je vais vous présenter. Donc dans l'idée de ce que l'on a construit, mais dans les projets que je vous présenterai après, donc juste faire une petite présentation du CBE très rapide, hein, parce que je dois rattraper le temps sur certaines choses. Donc on a 4 grands pôles d'activité. Donc on a un pôle de développement économique sur lequel on travaille à l'accompagnement, à la création d'entreprises, effectivement sur principalement les personnes qui sont très éloignées de l'emploi ou marginalisées, tu as dit, oui voilà, bon, je n'aime pas trop non plus ce terme-là, mais peut-être marginalisées de fait. Voilà. On expliquera un peu dans les 2 dispositifs, on rencontre ce type de public. Donc on a aussi un pôle de développement, ce qu'on a appelé médiation sociale et numérique, donc un pôle numérique, de développement numérique, de l'apprentissage, là aussi pour un public très éloigné ou très marginalisé, cette fois-ci dans le bon sens du terme, du numérique. Donc c'est de l'apprentissage et de l'apprentissage des savoir-faire.
On a aussi un centre de formation, donc un pôle formation dont je vous présenterai, qui s'appelle Praxéo. On intervient aussi, pas occasionnellement parce que c'est dans notre ADN, mais aussi sur le développement durable, ce qu'on appelle maintenant l'économie circulaire. Donc on travaille énormément dessus, mais quand on est en train de travailler sur un centre de compostage sur une petite venelle pour la destination de la population. Donc on a une activité assez variée, mais qui pour moi a un sens donc d'accueil du public, voilà, de l'accueil du public que l'on dit, entre guillemets, marginalisé. Voilà. Donc c'est tout public, ça peut être des personnes très jeunes ou moins jeunes, ou très très moins jeunes. Voilà, donc c'est tout public. Dans notre action, donc je vais vous présenter assez rapidement, deux dispositifs d'accompagnement qui existent depuis quelques années. Un pas pour entreprendre qui existe depuis 2009 et un pas pour l'emploi depuis 2012. Je remercie Nathalie Barta qui est ici, qui participe aux deux dispositifs. Alors, ça nous semblait naturel aussi de la faire participer au projet Rebuild aussi. Donc voilà, Nathalie Martin qui intervient ponctuellement sur quelques sessions du pas pour entreprendre. Donc deux dispositifs d'accompagnement pour les publics que nous on dit les plus éloignés de l'emploi, mais aussi et principalement des personnes en reconversion professionnelle. Je fais une petite aparté sur la reconversion professionnelle. Je vois Patrick, il faut que je sois très court. Reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle, comme on l'a constaté, comme l'a dit la personne de Madame Motti de la mission locale, la reconversion professionnelle, de plus en plus se fait à tout âge. Nous, on avait identifié très très loin, il y a très longtemps, dans le deuxième dispositif pour les publics dits seniors, mais on constate qu'il y a une reconversion professionnelle qui se fait de plus en plus tôt et on a moins de carrières longues. Alors, on a des carrières longues, mais dans différents corps de métier et parfois dans différentes professions qui n'ont rien à voir les unes entre les autres. Donc, un pas pour entreprendre, c'est un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, on part de l'idée. Donc nous, notre volonté, c'est d'accueillir les personnes qui ont une idée. Comme toute bonne idée, elle est bonne à prendre. Donc on se dit, bon voilà, vous avez une idée, on va essayer de voir si on peut la construire en un projet et éventuellement la création d'entreprise. La création n'est pas forcément le but ultime, c'est pas une formation accélérée pour créer, c'est prendre le temps de comprendre ce que je fais. Voilà. Donc j'ai une idée, je ne sais pas quoi en faire, je vais travailler dessus pour voir si elle peut se réaliser. Donc on essaie de travailler dans ce dispositif, comme je le dis, de la théorie à la pratique. Voilà. Donc on prend le temps, c'est un dispositif qui dure sur 2 mois, c'est 2 journées par semaine, et un peu comme dans le dispositif suivant, c'est pas parce qu'on est là 2 jours par semaine qu'on ne travaille que 2 jours par semaine. Si on le souhaite, c'est pas une obligation, mais il reste le reste de la semaine pour essayer d'approfondir, de travailler avec d'autres personnes. Ce qui se fait souvent dans les deux dispositifs, c'est que des salles sont mises à disposition et les gens viennent retravailler ensemble. Le mot ensemble est important parce que ce sont des processus d'accompagnement collectif et il prend tout son sens depuis quelques longs mois où on a été seul. Voilà. Donc le retravailler ensemble et la redéfinition du travail ensemble est importante. On n'est pas seul, comme on n'a pas été seul non plus sur les projets européens. On n'est pas seul aussi dans ce dispositif, on fait partie d'un réseau d'experts, donc je parlais de Nathalie, mais il y en a d'autres. On fait intervenir dans ce dispositif-là des experts comptables, des avocats, des banquiers, des assureurs, et aussi des personnes qui travaillent aussi sur la notion de soi, c'est-à-dire moi, dans ma position, moi, devenir entrepreneur. Donc de changer ce postulat, de devenir créateur, donc qu'est-ce que ça définit, qu'est-ce que ça engendre, et puis qu'est-ce que ça implique aussi. Voilà. On travaille beaucoup aussi sur la partie financière, parce que c'est quand même le nerf de la guerre d'une création d'entreprise. Voilà, donc c'est un apprentissage qui peut se faire par module, c'est-à-dire qu'on peut
si on a des compétences dans certaines parties, on peut les travailler aussi, se baser sur ses acquis et pouvoir développer les modules sur lesquels on aurait besoin. Je fais aussi un remerciement aussi avec à Sylvie Dubreuil, qui est en distanciel, qui nous suit et qui est aussi fondatrice en fait des deux dispositifs. Donc elle a beaucoup accompagné Un pas pour entreprendre et Un pas pour l'emploi. Encore une fois, ce dispositif a été co-construit, donc on l'a construit ensemble. Donc voilà. Pour vous donner quelques chiffres, parce qu'a priori on a toujours quelques petits chiffres, il y a 39 sessions qui ont été organisées depuis 2009, ça fait à peu près 500 personnes qui ont participé. Une majorité de femmes, contrairement à ce que l'on peut penser, la création d'entreprise est de plus en plus soutenue par les femmes, donc 67% des femmes qui ont participé. En termes de réalisation, alors je vous ai dit que ce n'est pas un objectif pur. Voilà, c'est pas, on ne crée pas pour créer, on crée surtout pour que ça dure dans le temps, en fait. Et nous, on réalise des statistiques sur plus de 5 ans, parce que 3 ans, c'est pas très parlant, donc c'est plus de 5 ans, et 85% des entreprises sont toujours présentes. Elles ne sont pas forcément au 440, vous le savez, ce ne sont pas des entreprises qui sont des grandes, très grandes entreprises. Nous, on est sur de la très petite entreprise. Donc c'est souvent moins de 5 salariés, bien souvent des 1 voire 2 salariés, dont l'entrepreneur, qui est aussi considéré pour nous comme étant salarié. Donc c'est à peu près 47% de création d'entreprise. Certaines personnes renoncent et repartent vers l'emploi, d'autres sont en cours de création pour 25%, et certaines ont renoncé complètement, en disant moi la création, je ne me sens pas prêt à y aller. Donc parfois ils reviennent, il y a des gens qui ont fait des sessions en 2010 et qui sont revenus en 2014, 2015 par exemple. L'autre dispositif qui s'appelle Un pas pour l'emploi est un peu différent. Alors, il est difficile à présenter parce que ce dispositif, il a évolué avec le temps. Et comme le disait Gauthier, effectivement, il y a eu des faits de société, il y a eu des faits sociétaux aussi, qui ont fait bouger notre façon de voir. Il y a un fondement qui est clair, c'est que c'est un parcours qui travaille sur la reconversion professionnelle. Donc on l'a appelé Un pas pour l'emploi. Les premières expérimentations que l'on a faites, c'était à destination d'un public senior. On utilisait le terme senior, un peu par pertinence et peut-être un peu par provocation, pour bousculer les choses. Parce que certaines personnes qui avaient, donc la moyenne d'âge à l'époque était dans les environs de 50 ans, donc une cinquantaine d'années, se sentaient exclus du monde du travail parce qu'on les considérait comme des seniors. Et le mot senior était péjoratif. C'était, je ne vais pas dire vieux, mais vieux pour le monde du travail. Donc c'était dur à accepter quand on a 50 et qu'on a en pleine possession de ses moyens et envie de continuer. Se sentir exclure, c'était très difficile, très difficile. Là aussi, un des leitmotifs du pas vers l'emploi, c'est la durée. Donc prendre le temps de se poser des questions sur le monde du travail, comment je m'y intègre, quelles sont mes nouvelles voies, quelles sont les possibilités. Donc on utilise des techniques aussi pratiques, de techniques de recherche d'emploi, on est aussi dans la mise en application. Il y a 10 jours d'accompagnement qui sont faits. Alors là, c'est très particulier. C'est un seul rendez-vous par semaine. Enfin, le rendez-vous, c'est une journée complète. Donc, une journée d'accompagnement par semaine, mais sur 3 mois d'accompagnement. Donc, on se voit une journée par semaine avec 3 objectifs. Redevenir acteur de son parcours de recherche d'emploi. Quelles sont les nouvelles, parce que pour des personnes qui ont fait des carrières longues, qui ont travaillé pendant 10, 15 ans dans la même société, ils n'ont plus les nouvelles techniques de recherche d'emploi. Donc ça, c'est du purement théorique et de la pratique. Ce qui a été constaté, et avec le temps, ce qui est confirmé, c'est de se remobiliser.
et de retrouver surtout confiance en soi. On a eu beaucoup de gens qui ont subi, qui étaient victimes de burn-out en fait. Donc aucune confiance en eux. Dans les premières sessions, surtout sur les personnes un petit peu plus détruites par le monde du travail. C'est pas le travail qui tue, hein, mais c'est l'ambiance qu'elles ont subie et vraiment du mal à se repositionner sur le monde du travail. Donc ça, c'était un gros travail. Nathalie a beaucoup travaillé là-dessus, Sylvie a beaucoup travaillé dessus. Et c'est d'essayer de trouver les outils pour réussir son retour à l'emploi. Je pense, et je suis certain, que la plateforme que vous avez construite, la plateforme qui a été définie, s'intégrera parfaitement dans ce dispositif. Parce que les outils qui ont été développés seront très utiles et pourront être utilisés dans ce genre d'accompagnement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au départ, on s'adressait essentiellement à un public senior. C'était un peu notre volonté au départ, parce qu'on a travaillé en co-construction avec le Pôle emploi, qui est une structure d'accompagnement au retour à l'emploi au niveau français. Donc on a travaillé avec eux, et effectivement à l'époque, 2009, 2010, 2011, il y avait un très de grosses difficultés de retour à l'emploi des publics dits entre guillemets seniors. Quand on a 50 ans, on a encore une dizaine, ou peut-être une quinzaine d'années à retravailler encore. Donc on n'est pas encore exclu du monde du travail. Mais les personnes avaient du mal à retrouver. Changement de situation depuis ces années-là, et on a dû, nous, redescendre un peu ce dispositif à un âge plus jeune. Donc je ne vais pas dire que les seniors sont descendus à 45 ans, ni même maintenant à plus de 30 ans, mais on a voulu compléter et élargir un peu avec des personnes qui se sentent dans cette situation pas d'exclusion, mais de difficulté au retour à l'emploi par rapport à une démobilisation, un manque de confiance en eux, donc on travaille là-dessus. Voilà. Donc ça s'intègre parfaitement dans ce que vous définissez. Hein. Alors on n'est pas sur un public très jeune, puisque la mission locale fait un excellent travail. On essaie de compléter le dispositif pour des personnes avec des histoires un tout petit peu plus âgées. Voilà. Je vais pas prolonger plus longtemps, je vais m'arrêter là, mais si vous avez des questions, je peux y répondre. Vous pouvez nous joindre, vous avez les coordonnées 04 90 79 50 30, vous avez notre mail, vous avez tout ça, enfin, vous avez des plateformes. Voilà. Je vous remercie et je vais redonner la parole à Gauthier. Merci Hervé pour cette présentation un petit peu des dispositifs, et voilà, j'espère vraiment que tout ce qu'on a pu créer pendant au cours de ces 2 ans pourra être utilisé, comme tu l'as dit, au sein des différentes formations du CBE, pour pas que ça soit une plateforme créée mais pas utilisée. Donc on espère de tout cœur. Pour le coup, ce que j'avais annoncé juste avant sur le programme, je vais le réafficher à l'écran. Voilà, nous allons enfin commencer à rentrer dans un petit peu les matériaux qu'on a pu développer tout au long de ces 2 ans. Voilà, encore une fois, le projet a été divisé en 4 grosses productions, 4 gros livrables. Et le premier livrable, donc la boîte à outils de gestion de carrière à destination des adultes éloignés de l'emploi. Je vais appeler Théodora pour présenter cette première partie. Alors bonjour à tous, je suis Dora de l'Institut de développement de l'esprit d'entreprise. Je viens de Grèce, comme Gauthier l'a dit. Dans une minute, je vais vous présenter la première production intellectuelle. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Je suis pas très habitué au microphone et je ne sais pas comment m'en servir. Donc, comme vous l'avez probablement compris jusqu'ici, le projet Rébul consiste à donner les compétences et les connaissances nécessaires aux personnes marginalisées.
Donc la première étape, disons, a été de créer une formation pour cela, de créer un cours auquel ils pouvaient facilement accéder, qu'ils pourraient facilement suivre et qu'ils pourraient facilement apprendre et améliorer leurs compétences. Je vais vous présenter cela sous peu, mais imaginez que la première idée était de construire un projet totalement fonctionnel. Donc, comme vous pouvez le voir, tous les résultats sont alignés. Nous avons la formation pour les personnes marginalisées, nous avons la formation pour les adultes, et ensuite nous avons la plateforme, et ensuite nous avons les recommandations stratégiques. Donc vous voyez cela comment la première étape d'une chaîne d'action que nous essayons de mettre en place. La première étape était la boîte à outils de gestion de carrière, en d'autres termes, la boîte à outils pour les personnes marginalisées. La première chose que nous avons faite, c'est de déterminer les besoins du groupe cible, ce qui est très important car nous devons pas seulement nous occuper des personnes marginalisées, mais nous devons aussi avoir à l'esprit que nous avons affaire à d'autres personnes et que nous devons garder en tête que les autres apprenants sont des groupes cibles spécifiques. Nous devons garder en vue d'inclure la flexibilité, la conscience de soi et la prise de décision et l'autogestion professionnelle. Ce sont les moyens dont dispose le groupe cible et c'est le modèle que nous avons utilisé afin de développer une boîte à outils performante. Nous avons donc mis au point 36 supports comprenant différents aspects, différentes caractéristiques et différents supports afin de leur offrir un grand nombre d'options. Comme je l'ai dit, nous nous concentrons sur 3 points principaux. Tout d'abord, la connaissance de soi, car c'est la première chose, la chose la plus importante quand on commence quelque chose, quand on commence à construire une compétence, quand on commence son parcours professionnel. Il est vraiment important de se comprendre, de connaître ses atouts, ses défauts, ses forces, ses faiblesses, et de savoir comment y faire face. Donc c'était un thème très important. Ensuite, nous avons abordé la connaissance du marché du travail, c'est-à-dire les compétences pratiques. Comment fonctionne le marché du travail, les besoins, les compétences à développer et la manière de les utiliser réellement sur le marché du travail. Et puis nous avons eu le processus de prise de décision. Il s'agit d'un thème différent car le processus de décision est un chapitre important de la vie du parcours professionnel. Encore une fois, nous avons pensé que cette thématique était vraiment importante pour faire l'objet d'une analyse approfondie. Comme je l'ai dit, les principaux groupes cibles sont bien sûr les adultes marginalisés et les adultes sans niveau de qualification. Donc encore une fois, les ressources et les contenus devaient être faciles à lire. Nous avons donc évité les textes facultatifs et les manuels trop longs. Les matériaux sont complets, simples et pratiques. Et voici la plateforme sur laquelle nous les avons intégrés. Nous avons donc voulu créer un environnement numérique très intuitif auquel ils peuvent accéder facilement. Et aussi, nous avons voulu créer des matériaux qui sont transférables dans divers contextes et pour différents utilisateurs. Ainsi, les enseignants, les formateurs ou les personnes qui travaillent avec des organisations de formation ou des adultes marginalisés peuvent prendre ce matériel et l'intégrer à leur formation, à leur propre plan de cours. C'est donc un élément important lors de l'élaboration du programme. À propos des résultats d'apprentissage, nous avons dit que nous avions 3 thèmes et chaque thème a été soigneusement analysé afin d'obtenir des résultats d'apprentissage spécifiques. Ainsi pour le premier, la connaissance de soi, nous avons expliqué que c'est le premier thème majeur que nous avons introduit. Et ici, les résultats d'apprentissage seront la compétence et le développement de soi, la construction d'une image réaliste de soi et une estime de soi saine, ce qui est important, très important quand vous cherchez un emploi. Il s'agit également de changer et de grandir pendant tout le processus d'apprentissage en continu et de savoir comment embrasser ce processus d'apprentissage en continu et identifier ses forces et ses faiblesses. Nous avons développé la connaissance du marché du travail
Et ici, les résultats d'apprentissage contiennent la compréhension de la nature changeante de la vie et des positions professionnelles, la compréhension de la relation entre le travail et la société et l'économie dans un aspect plus large, et aussi des informations sur les tendances futures du marché de l'emploi, les emplois futurs et les compétences qu'ils exigent. Donc en gros, comment identifier les opportunités dans la pratique. Et bien sûr, nous avons eu le processus de prise de décision qui consiste à reconnaître l'importance de rechercher les informations avant de prendre une décision, ce qui est très important. Et aussi comment identifier les différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour prendre une décision logique tout en faisant face au problème et bien sûr en développant des compétences de pensée critique. Je vous montre très rapidement les différents types de supports que nous utilisons car c'est également important lorsque nous nous adressons à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'étudier et de lire, d'aborder ces thèmes. Voilà, nous devons éviter absolument les textes volumineux car ils ne les liront pas. Nous avons donc créé des présentations PowerPoint qui sont très faciles à utiliser, qui ne contiennent pas beaucoup de texte, mais plutôt davantage d'éléments visuels et que nous avons également des cours vidéo. Voilà, ces présentations ont été réalisées et nous avons créé de courtes leçons vidéo avec des mouvements et des animations. Elles sont disponibles dans toutes les langues des partenaires, avec une voix off dans plusieurs langues. Nous pensons que c'est très utile, tout comme le manuel d'apprentissage, qui comprend des activités pratiques et de petites infographies au début, afin que les participants puissent s'évaluer et évaluer leurs compétences. Voilà, ces trois types de ressources ont donc été utilisés pour construire une boîte à outils totalement opérationnelle et performante. Ce que nous avons fait également dans le contexte de l'IO1 était une session pilote. Nous avions besoin de tester le programme et de nous assurer que nous étions sur la bonne voie. Ainsi, tous les partenaires ont rassemblé un groupe de personnes pour tester les matériaux et ils ont montré un petit échantillon du matériel global et ces professionnels nous ont donné leur feedback. Donc comme vous pouvez le voir ici, quelques informations concernant les organisations. Au total, nous avons eu 37 personnes. Et comme vous pouvez le voir, presque tous les pays ont eu 6 participants et la Belgique en avait 7. Au total, la boîte à outils a été testée par 37 personnes, dont 24 représentaient le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle des adultes. Et nous avons également eu 12 adultes marginalisés, ce qui est un très bon écho, un très bon retour. Nous avions besoin d'une certaine variété dans notre échantillon, donc c'était très bien. Et voici les résultats. Nous sommes très heureux avec ces résultats. Presque tout le monde a donné des réponses très positives en évaluant 5 sur 5. C'est donc très important pour nous, car nous avons compris que nous étions sur la bonne voie. Et puis nous avons eu des retours et des commentaires qui nous ont aidés à améliorer encore les matériaux. Voilà donc les résultats pour la session pilote, les sessions pilotes. Et c'est tout pour moi. J'espère que vous avez une brève idée de ce qui était l'IO 1 et bien sûr n'hésitez pas à consulter la plateforme en ligne. Elle est déjà accessible avec toutes les vidéos et les PowerPoint. Donc je pense que nous pouvons maintenant passer à la deuxième partie. Merci à tous. Merci. Bonjour. Hello. Je suis Andrea. Je suis du Portugal. Right Challenge. Donc bonjour à tous. Je vais présenter le deuxième livrable, l'Intellectual Output 2, la formation en cours d'emploi pour les éducateurs d'adultes. Voilà, je n'ai qu'une courte présentation. Alors, les trois principaux objectifs de cette formation étaient de parler du processus d'apprentissage des adultes, des changements sur les marchés du travail et de présenter des stratégies innovantes pour aider les professionnels de la formation à travailler avec des adultes marginalisés. Le groupe cible était donc constitué de professionnels
des éducateurs d'adultes, des spécialistes de la formation et tous les experts travaillant dans le domaine de l'éducation des adultes. La formation a été développée en 4 modules. Le premier module était lié au module de l'IO1 que Dora a déjà présenté. Nous avons parlé de la connaissance de soi, de la connaissance du marché du travail et du processus de prise de décision. Donc c'est vraiment lié aux autres sujets de l'IO1. Le module 2, les principes de l'apprentissage des adultes. Le contenu portait sur le processus d'apprentissage des adultes, les principes et les activités pratiques de l'éducation des adultes. Un autre module, le module numéro 3, nous parlons de 3 concepts dans la gestion de carrière. Alors, il s'agit de la montée en compétence, de la reconversion et de l'intelligence culturelle. Et ici, nous parlons de ces 3 concepts. Qu'est-ce que c'est? Quels sont leurs avantages et leurs défis? Enfin, le dernier module, le module numéro 4, les instructions, approches et méthodes socio-éducatives dans le processus d'orientation professionnelle. Le contenu était la narration, l'apprentissage basé sur l'enquête et l'apprentissage basé sur le projet. Voici les 3 approches. Par conséquent, tous les matériaux et supports développés ont des parties théoriques liées à des activités très pratiques, basées sur ces 4 modules. L'objectif est d'aider les professionnels et les éducateurs pour adultes à travailler avec les personnes marginalisées. Et vous pouvez trouver tout le contenu, les matériaux sur la plateforme e-learning qui sera présentée par ma collègue Esther. Je vous remercie. Bonjour, je suis Esther de DRPDNM. C'est un mot qui est assez difficile à prononcer, même pour nous. Je suis très heureuse d'être ici et je vais vous présenter notre portail d'apprentissage en ligne. La tâche pour nous était assez facile, puisque notre travail, c'était une fois que les étapes 1 et 2 étaient créées, nous n'avions plus qu'à charger tous ces documents sur le site internet. Pour moi, c'était pas facile parce que je ne sais pas faire tout ça, je ne sais pas construire de site web, mais nous avons des techniciens. La plateforme d'apprentissage en ligne, on peut y accéder à partir du site internet qui a été développé pour le projet et pour les personnes qui enseignent et qui apprennent. La plateforme a été créée de manière à être très facile d'utilisation, surtout parce que nous nous adressons à des publics d'apprenants. Nous voulions que la plateforme soit facile d'accès, donc il suffit d'aller sur le site internet. Ici, vous pouvez voir le site internet du projet qui a été créé au tout début du projet, en 2020. Et vous voyez un bouton rouge au début de la page. Et on arrive directement à la plateforme. Le Siltribuild, c'était le premier site que nous avons créé au début du projet.
où vous trouvez toutes les informations sur le projet lui-même, sur les partenaires, et aussi tout sur les actualités qui sont publiées sur les pages Facebook de Rebuild. Toutes les actualités qui sont sur Facebook sont également sur le site. Donc, le portail est facile d'accès. Donc on peut y accéder par le bouton rouge ou bien en utilisant directement l'URL du site du portail. La première chose que l'on voit lorsqu'on va sur le portail, quand on veut y accéder, c'est qu'il faut se créer un compte. Sans ça, il n'est pas possible d'accéder aux ressources, mais toutes les ressources sont gratuites une fois que le compte est créé. Donc il n'y a aucun coût. On peut télécharger toutes les ressources à partir du portail. Ensuite, il faut se créer un profil. Il n'y a pas besoin de se réinscrire à chaque fois pour rentrer sur le site. Pour les utilisateurs qui sont déjà inscrits sur le site, il y a plusieurs étapes quand on s'inscrit. Il faut choisir la langue à utiliser. En général, on choisit la langue dans laquelle on veut que les ressources soient. On peut choisir l'option d'avoir tout en anglais. Bien évidemment, moi je vais choisir le slovène, mais il y a du français, du portugais, du grec et du français. Je m'excuse, j'ai pas l'habitude de faire des présentations. Alors ensuite, les ressources sont montrées dans le langage que vous avez choisi. Si la personne a des permissions d'administrateur ou de professeur, alors cette personne peut avoir accès à toutes les ressources du portail, c'est-à-dire les ressources de l'IO1 et de l'IO2. Pour les étudiants, les apprenants, ils ne vont accéder que aux ressources de l'IO1, qui sont réservées donc au public apprenant. Quand vous cliquez sur le bouton rouge sur la page d'accueil, vous verrez les cours qui sont accessibles pour les apprenants et pour les enseignants. Il y aura aussi accès aux ressources de l'IO2. Comme je l'ai dit, les professeurs peuvent accéder aux programmes de formation continue et d'orientation professionnelle qui sont réservés aux professionnels. Ici, vous voyez les ressources qui ont déjà été développées. Et il y a une vidéo qui a été téléchargée sur la chaîne YouTube. Il faut cliquer et voir cette vidéo, cette présentation sur YouTube. Il y a aussi une version PDF avec des petits tests pour évaluer la progression. Les apprenants vont pouvoir accéder à leurs cours. Et ceux qui ont choisi le profil professeur pourront accéder à tous les thèmes. Il y a 12 thèmes. 12 leçons différentes pour chaque module. Les utilisateurs peuvent choisir de changer les options qu'ils ont choisies. Le statut d'enseignant, d'étudiant. Vous pouvez changer à côté de la photo de profil, en haut à droite. Il y a un bouton qui va dire « Je suis inscrit » et la photo. Moi, j'ai pas mis la mienne, mais vous pouvez mettre une photo de profil.
Je suis désolée si c'est écrit en slovène, mais vous pouvez le faire la même chose en anglais, en portugais, en grec, n'importe quel langage du projet. Vous pouvez voir le profil, changer les conditions de votre profil. Vous pouvez voir votre progression, voir quel cours vous avez suivi et faire des modifications. Puis, il y a un calendrier, ce qui vous permet de d'écrire ce que vous allez faire demain, quel cours, quel thème. Vous pouvez avoir des rappels sur les leçons que vous avez travaillées chaque jour. Surtout pour moi, ça c'est génial, surtout pour moi qui oublie tout sinon. Et donc vous pouvez changer le rôle d'enseignant, d'apprenant. Merci pour votre attention. Et vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme. Il y a de très bonnes ressources dessus qui sont disponibles. Merci. Alors, merci Esther pour cette présentation. Merci Andrea aussi pour la présentation de l'IO 2 et pour la présentation du premier IO. Mais on va passer enfin finalement à cette dernier outil, dernier matériel développé durant ce projet, donc le livre de recommandation, voilà, qui sera présenté par Spectrum Research Center. Voilà. Bonjour, je m'appelle Eleonore, je suis du Spectrum Research Center et nous sommes basés en Irlande. Si je parle un peu trop vite, je m'en excuse. En tant que locutrice native, je peux aller assez vite, donc j'espère que les traducteurs seront capables de suivre. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes en train de rédiger le document d'orientation générale. Je ne peux que vous présenter mes excuses. Je sais que Dora a expliqué l'importance d'avoir des diapositives courtes et celles-ci sont très chargées en texte. Malheureusement, la stratégie peut être comme ça. Donc, nous travaillons sur le document d'orientation générale en ce moment. Ce document a pour but de donner un bref résumé des raisons pour lesquelles nous avons choisi de faire le projet Rebuild, les avantages de ce projet et puis quelques recommandations sur les choses que nous avons apprises en cours de route et qui se sont très bien passées. Et puis peut-être quelques recommandations pour des changements de politique pour l'avenir si nous devions faire un projet similaire ou quelque chose en relation avec l'apprentissage des adultes en général. Donc, quand nous attendons ici, je vais vous donner quelques difficultés mineures. Parfait. Donc, en résumé, il est divisé en 3 sections différentes. Je vais juste vous donner un bref aperçu de l'importance du projet Rebuild avant de passer à ce que nous avons appris en cours de route et enfin quelques recommandations politiques. Pourquoi Rebuild ? Eh bien, comme nous le savons tous, le monde du travail est assez complexe, quel que soit votre choix de carrière initiale. Vous ne pouvez pas être sûr que ce sera un emploi pour la vie, surtout avec la façon dont le monde du travail a évolué. Et nous ne pouvons pas être sûrs que le domaine dans lequel nous avons choisi de travailler au début de notre carrière existera toujours à la fin de notre carrière. On dit que 65% de tous les emplois que les générations actuellement scolarisées occuperont à l'avenir n'existent pas encore. Il est donc très important de développer former les individus, de se familiariser avec l'environnement de la cyberformation afin qu'ils développent des compétences, des comportements et des attitudes qui les aideront à devenir des employés compétents et des gestionnaires de carrière confiants. Afin que les employés conservent leur employabilité, il est donc important qu'ils examinent régulièrement leurs compétences pour pouvoir se développer tout au long de leur carrière. C'est là que l'apprentissage tout au long de la vie entre en jeu. Et l'apprentissage tout au long de la vie exige que les individus soient des agents actifs de leur propre développement de carrière. Même les compétences permettent de gérer des parcours professionnels alternatifs si elles sont amenées à changer au cours de leur parcours. D'autant plus que, comme nous le savons, de fréquents changements d'emploi peuvent avoir lieu. C'est donc ici que Rebuild entre en jeu. Nous avons donc établi ici la réponse à cette question.
Nous partons donc du principe que le développement de carrière est une expérience qui dure toute la vie. Le projet Rebuild a créé une expérience d'apprentissage innovante qui encourage les adultes à faire preuve d'intelligence pratique pour faire face à leurs attentes personnelles concernant leur propre carrière, ainsi que d'avoir une certaine flexibilité personnelle pour prendre des décisions et explorer des opportunités de carrière. Par conséquent, s'ils sont actuellement sans emploi, ont travaillé dans un secteur précédemment, mais ne veulent plus y travailler, lorsqu'ils cherchent à réintégrer le marché du travail, ils peuvent le faire avec un soutien adéquat et ciblé. Ce projet, comme nous le savons, aide également les professionnels de la formation et les éducateurs pour adultes à mieux accompagner les programmes d'orientation de gestion de carrière destinés aux adultes peu qualifiés marginalisés. Et comme nous le verrons plus tard, cela s'est avéré très important car les éducateurs d'adultes jouent un rôle très important dans l'aide aux adultes, aux apprenants et au retour des adultes sur le marché du travail. À la suite du projet Rebuild, nous avons constaté que les adultes peuvent accéder à toute la gamme de produits et ressources de gestion de carrière et les utiliser efficacement à un moment et dans un lieu adapté à leurs besoins. Ceci est très important car tout le monde ne peut pas apprendre car la plupart travaillent régulièrement de 9 à 5 heures. Les gens ont d'autres choses à faire, des familles, etc. Nous avons également appris que nous pouvons identifier des opportunités pour développer leurs objectifs d'apprentissage et leurs compétences en matière d'employabilité, afin qu'ils comprennent comment fonctionne le marché du travail, comment trouver un emploi, comment les industries et leur travail s'adaptent au changement, et quel type de compétences les industries ont besoin pour permettre aux individus de progresser. C'est très important lorsque nous vivons dans un monde numérique. En particulier, cela aide également les adultes à identifier comment ils peuvent se développer sur le lieu de travail et à prendre des décisions de carrière précises qui les aideront à naviguer dans l'incertitude grâce à une planification à long terme. C'est donc ce que nous avons appris de notre pratique des modules qui ont été développés par les partenaires. Les conseillers d'orientation professionnelle jouent donc un rôle très important en aidant les adultes à développer les compétences nécessaires pour utiliser avec succès et en toute confiance les ressources de Rebuild. Ceci est très important car tout le monde n'aura pas les mêmes niveaux de compétences numériques. La motivation personnelle est également essentielle pour aider les adultes à développer leurs compétences en matière d'employabilité. Comme nous le savons, si vous ne voulez pas faire quelque chose, vous ne le ferez pas. L'important c'est de comprendre les besoins du groupe cible et de développer les ressources adaptées pour la gestion de nos carrières. En effet, les adultes ont des besoins très différents de ceux des jeunes ainsi que des personnes âgées. Nous avons formé des groupes de travaux locaux composés de parties prenantes pertinentes qui ont examiné et contribué au projet au cours de ces 24 derniers mois. Cette contribution s'est avérée inestimable car elle a permis de s'assurer que les ressources créées étaient applicables dans un cadre tant personnel que professionnel. Nous avons également appris que les gens ont besoin d'être soutenus afin de prendre des décisions en toute confiance dans leur vie professionnelle et personnelle, car le changement peut être très effrayant, surtout lorsqu'il s'agit de votre emploi, lorsque vous cherchez à réintégrer le marché de l'emploi ou, comme nous le savons tous, la pandémie du Covid-19 a eu un impact sur les employés, les demandeurs d'emploi et le marché du travail. Cela a accéléré les changements sur la façon dont nous vivons, apprenons et travaillons. Les gens ont également besoin de soutien pour mettre à jour leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs compétences afin de combler le fossé entre leur éducation, leur formation et les exigences dans un marché du travail en rapide évolution. Et à travers ce projet, du projet Rebuild, les partenaires reconnaissent que de nouvelles approches sont encore nécessaires pour faciliter la participation des adultes et l'apprentissage tout au long de la vie. Ainsi, vous pouvez voir que Rebuild a apporté des contributions, mais qu'il en reste beaucoup à faire, et c'est là que les recommandations politiques entrent en jeu. Il existe donc un nouvel agenda européen pour l'éducation et la formation des adultes qui continue à souligner l'importance de l'éducation et de la formation des adultes, notamment en raison des défis posés par la pandémie du Covid-19. Par ce biais, l'accent est mis sur le développement des compétences de base pour tous ainsi que sur le développement continu des connaissances, des aptitudes et des compétences dans tous les compétences d'apprentissage formel, informel et non formel, permettant aux individus de s'engager en amont dans l'apprentissage tout au long de la vie. Ces individus qui le font sont mieux équipés pour s'adapter à de nouvelles circonstances, développer les compétences nécessaires à l'emploi et améliorer leur perspective professionnelle. L'éducation et la formation tout au long de la vie contribuent à une participation accrue à la société, ce qui est très important, et soutiennent le développement personnel et social, la santé et le bien-être des personnes et la prise en compte des besoins et des aspirations de chacun.
C'est pourquoi notre principale recommandation est que la politique européenne ne mette pas l'accent sur une approche holistique de l'apprentissage, mais plutôt sur les compétences de base nécessaires sur le lieu de travail. Une approche holistique de l'apprentissage des adultes accorde une importance égale à tous les secteurs ou à toutes les formes d'apprentissage. Or, tout le monde ne va pas apprendre dans un environnement éducatif formel. Il est donc très important de mettre l'accent sur l'éducation non formelle et l'éducation informelle, en particulier pour l'éducation des adultes. Et il est également très important de s'assurer que tous les adultes bénéficient de l'égalité des chances, et c'est pourquoi l'accessibilité et la flexibilité des ressources doivent rester un axe de la politique éducative, notamment pour les programmes comme Erasmus+. Une variété d'approches qui encouragent la participation, l'inclusion et la motivation peuvent être utilisées pour rendre les espaces d'apprentissage plus accessibles à tous les apprenants, et quelle que soit leur personnalité, individualité. Et voilà, c'est tout pour moi. Je sais que ça a pu être très ennuyeux, et je vous remercie pour votre attention. Merci Eleanor d'avoir présenté cette dernière partie. C'était important aussi de présenter ces recommandations, tirer un petit peu des leçons de tout ce qu'on avait pu faire durant ces 2 ans. Maintenant, on va aborder une des dernières parties de cette journée, enfin de cette matinée. Comme on vous en a parlé, que ce soit moi ou Hervé auparavant, voilà, on a aussi impliqué des professionnels de l'enseignement et de la formation qui ont pu venir avec nous directement à Porto, mais qui ont été impliqués dans d'autres formations que le CDE a développées. Donc, elle va pouvoir un petit peu partager son expérience, comment elle a été amenée dans ce projet, qu'est-ce qu'elle en a pensé, quel est son avis sur la question, voilà, un petit peu toutes ces choses-là. Donc, j'appelle Nathalie Martin. Eh bien, bonjour à tous et merci de m'avoir donné un petit peu la parole aujourd'hui. Alors je m'exprime en français, mais vous qui connaissez mon anglais, vous savez que c'est mieux. Donc je m'appelle Nathalie Martin et je ne suis pas un adulte marginalisé, quoique. Lorsque, il y a 10 ans, on a commencé un certain projet avec le CDE à Pertuis, mon profil n'était pas forcément le profil de tous les formateurs qui interviennent pour le retour à l'emploi. Et on a beaucoup parlé ce matin de ce mot de marge. Bien, effectivement, en français, le mot marginalisé n'est pas très joli, mais moi je l'aime bien, parce que j'aime bien la marge, parce que je crois qu'on est tous plus ou moins un jour dans sa vie amenés à fréquenter ces marges. Et pour ceux qui le savent, je suis archéologue et enseignante dans l'éducation nationale française, donc j'ai assez peu de liens habituellement avec le monde de l'emploi et de l'enseignement pour adultes. Et pourtant, l'histoire nous enseigne que c'est dans les marges qu'il se passe des choses, c'est dans les marges que les sociétés bougent. Et c'est un petit peu cette expérience-là que j'ai apportée moi au CDE aussi. Donc je me sens souvent à la marge, moi personnellement. Et j'ai adoré que ce projet finalement en parle et prenne en compte ce magnifique échange humain qu'on peut avoir entre nous. Donc nous sommes les Homo sapiens, peut-être vous ne le saviez pas. C'est le nom de notre espèce et on est les grands champions de la communication. On est aussi les grands champions de la disqualification, de l'exclusion, de la discrimination. Et enseigner pour un formateur, c'est bien sûr transmettre des compétences, mais c'est surtout proposer un cadre propice à s'épanouir, un cadre dans lequel on se sent en sécurité, dans lequel on va pouvoir se mettre en jeu si on a besoin d'apprendre certaines choses. Donc pour le formateur, c'est forcément s'apprendre à s'adapter, quasiment de seconde en seconde. L'enseignement, la formation, c'est de l'humain avec de l'humain. Et on a besoin de cet échange, on a besoin aussi de cette confiance pour donner ou redonner des codes sociaux. Pour transmettre à l'autre cette absolue conviction qu'il possède en lui, parce qu'il est un autre Homo sapiens en fait. Toutes ces clés pour faire société avec les autres. Quelle que soit sa difficulté, quelle que soit sa fragilité, qu'elle soit temporaire, qu'elle soit sociale, qu'elle soit nationale, en fonction de sa nationalité. Donc en tant que formateur, il est important de se former perpétuellement et
et de trouver les bons outils, des outils neufs, des outils innovants, et surtout de les partager avec les autres formateurs, parce que pour ceux qui ne pratiquent pas ce magnifique métier, quelles que soient les personnes avec qui on partage, eh bien, il faut absolument échanger entre nous, spécialement quand on a face à soi des publics qui sont fragilisés, des publics qui sont en difficulté temporaire ou sur des plus longues périodes. Et enseigner, ça rend humble, ça rend... on se remet très souvent en question. Et ce programme-là, et c'est pour ça que je vous remercie tous de m'y avoir convié, c'est un moment où on échange en fait aussi sur nos pratiques, sur ce qui marche pour nous, ce qui a marché, ce qui ne marche plus. Et on peut trouver, je pense, dans tout ce qui est tous les matériaux que vous avez tous présentés ce matin, de quoi renouveler nos pratiques, de quoi les affiner si on utilise déjà certaines techniques. Et justement, pour moi, ce programme européen, c'est dont le nom est fort bien choisi, c'est l'occasion de bâtir, voire de rebâtir, de redonner des bases solides à une grande chaîne humaine dans laquelle on est tous. Et effectivement, parfois on est formateur, parfois on est formé. L'expérience que j'ai vécue personnellement à Porto, c'est exactement ce que je viens de décrire, c'est-à-dire un espace chaleureux où j'ai pu, moi aussi, expérimenter différents matériaux. J'y ai rencontré donc des gens chaleureux et un espace propice à l'ouverture de soi, même quand on est dans une difficulté, qu'elle soit linguistique ou autre. Et les outils qui sont proposés dans ce programme, qui sont maintenant accessibles, sont clairs, ils sont opérationnels. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser, les adapter à chacun des groupes qu'on peut avoir entre nous, devant nous. Et je pense que l'esprit est plus fort que la lettre et qu'à un moment donné, cet esprit de bienveillance, il se retrouve dans ces outils qui sont virtuels et qu'on peut tous adapter chacun devant nos différents publics, ceux qu'on a formés, quelles que soient les choses qu'on a l'habitude, nous, de pratiquer. Donc j'ai pleinement expérimenté ce programme, j'ai aimé ce que j'y ai trouvé, j'ai pu apporter, j'espère, ma petite contribution. Et je pense qu'il représente complètement ce projet qui est l'accroissement en fait que représente la culture. Lorsqu'on échange entre nous sur, je ne sais pas si j'ai un pain et que vous avez €1, on échange, on arrive à un équilibre qui est celui de la marchandise. Mais si je connais une technique pour me valoriser, si je connais un poème qui est très beau, si je connais quelque chose qui me donne confiance en soi, si je le partage avec vous, à la fin je le garde aussi. Et donc ce n'est pas un équilibre, c'est un accroissement. Et c'est dans cet accroissement-là que on construit tous ces beaux projets européens. Donc moi je suis très fière d'avoir participé à ça et j'espère qu'il y aura de nombreuses suites. Voilà, je vous remercie. Merci Nathalie. Voilà, ça nous fait vraiment plaisir quand on voit des personnes qui ont pu participer, on a un retour en direct, des personnes qui ont pu voir un petit peu ce qu'on avait développé, nos modules, nos matériaux, et voilà, qui sont vraiment intéressés par ça et qui trouvent que ça peut être utile. Nous, c'est tout ce qu'on a gagné, quoi. On a gagné notre travail sur 2 ans, donc c'est super. Et voilà, je voulais encore remercier d'avoir participé à ce projet et à cette réunion. Donc nous arrivons, voilà, on est dans les temps, on arrive sur les coups de midi 10, midi et quart. Je tenais à préciser aussi qu'on avait touché une quarantaine de personnes sur Facebook, un peu plus de 40 personnes, des utilisateurs qui nous ont suivis, donc voilà, c'est très bien entre toutes nos organisations. Je tenais à les remercier de leur participation et d'avoir visionné ce live. Voilà. Je tiens aussi à préciser que ce live sera disponible en vidéo a posteriori, traduit avec l'audio en français pour toutes les personnes qui ont suivi ce live en anglais sur nos pages. Il sera aussi disponible en français dans les semaines, la semaine prochaine ou les semaines à venir. Donc voilà, on arrive à la clôture de cet événement. On reste à disposition évidemment pour les questions, pour tout commentaire, tout sur Facebook aussi. Voilà. Si vous avez une question après le live, n'hésitez pas à nous écrire
que ce soit sur notre page Facebook ou à vous rendre sur le site Rébule. Je tenais encore à remercier nos partenaires de s'être déplacés, d'être venus aujourd'hui pour la clôture de cet événement. Et toutes vos présentations et tout le travail qu'on a effectué sur 2 ans, c'était vraiment une belle aventure. Et j'espère qu'on pourra continuer ce projet sur un deuxième nom, un Rébule de numéro 2, numéro X, je ne sais pas. Mais j'ai très hâte de continuer le travail qu'on a commencé depuis 2 ans. Voilà, merci à vous.